Je m'appelle Madeleine. J'ai 73 ans. Et j'ai passé les 8 dernières années de ma vie à m'occuper de mon mari, Georges, après son AVC. C'est comme ça que ça a commencé. Un matin banal, du café sur la table, les infos à la radio. Et puis il s'est effondré, sans prévenir. D'un coup. Sa main droite a glissé, sa bouche s'est tordue, et moi, je ne comprenais pas ce que je voyais. J'ai cru qu'il faisait une blague, une grimace. Mais non. C'était son cerveau qui explosait doucement. À l'hôpital, ils ont dit les mots techniques. Accident vasculaire. Zone atteinte. Rééducation difficile. Peut-être fauteuil roulant. Peut-être trouble de la parole. Peut-être rien. Peut-être tout. Et moi j'étais là, debout dans le couloir, à hocher la tête comme une idiote. J'avais encore son sac dans la main. Son portefeuille. Ses papiers. J'étais venue avec un mari qui râlait parce que j'avais mis trop de sucre dans le café, et je repartais avec une moitié d'homme dans une ambulance. Il est resté hospitalisé presque un mois. Rééducation, soins, kiné. Moi je venais tous les jours. Je prenais les bus, les couloirs, les escaliers. J'apportais des yaourts, des chaussettes propres, des mots que je répétais pour le rassurer. Il me regardait comme un enfant en colère. Il avait honte. Il ne parlait pas. Ou très peu. 2 mots par jour. Froid. Chier. Et le reste, c'était dans les yeux. Quand il est revenu à la maison, tout avait changé. Et rien en même temps. La table était à sa place. Le lit, aussi. La télévision toujours trop forte. Mais lui, il n'était plus vraiment là. Il était là physiquement. Mais l'homme que j'avais connu, il avait rétréci. Fermé. Il était devenu ce qu'on appelle dépendant. Et moi, je suis devenue ce qu'on appelle aidante. Ça sonne joli, non? Aidante. Comme si c'était un choix. Un titre. Une fonction. Mais en vrai, j'étais juste une femme de 65 ans qui ne dormait plus, qui portait un corps plus lourd qu'elle, qui courait après les couches, les ordonnances, les regards vides. Les gens me disaient, tu es forte. Mais personne ne me demandait si je voulais l'être. J'ai tenu. Je ne sais pas comment. Jour après jour. J'ai appris à le laver, à le tourner, à comprendre ce qu'il voulait dire avec un grognement. J'ai appris à ne pas pleurer devant lui. À sourire quand il me disait « ferme ta gueule » parce qu'il était frustré. J'ai appris à disparaître. Les enfants? Ils passaient. 2 fois par mois. Parfois plus, parfois moins. Ils disaient « maman, t'as besoin d'aide ?» Et moi je disais « non non, ça va. » Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas aider. Ils voulaient se rassurer. Et moi, je voulais pas les charger. Alors je portais. Tout. Toute seule. La nuit, je m'asseyais sur le bord du lit, je le regardais dormir, et je me disais, c'est lui qui va partir en premier. C'est obligé. Pas moi. Lui. Pas par haine. Par épuisement. J'avais peur qu'il vive plus longtemps que moi. Parce que je savais, au fond, que personne d'autre ne ferait ça pour lui. Et je ne voulais pas lui laisser ça. Mais je ne voulais pas non plus continuer. Tu vois le piège? Alors j'ai prié. Pas souvent. Pas bruyamment. Juste, dans ma tête, le soir, en silence, fait que ça s'arrête bientôt. Pas pour moi. Pour lui. Pour nous deux. Et un jour, ça s'est arrêté. Je me souviens exactement de ce matin-là. Mais ça, je te le dirai la prochaine fois. Georges, je l'ai rencontré à 20 ans. J'étais vendeuse en prêt-à-porter. Lui, il bossait dans la plomberie, mais il avait toujours ce genre de répartie un peu sèche, comme s'il fallait prouver qu'il savait tout mieux que tout le monde. Ce n'était pas un grand romantique, ni un bavard, ni un tendre. Mais il savait faire. Réparer. Porteur. Prendre des décisions. Moi, j'étais timide, discrète. J'aimais qu'on me laisse tranquille. Et lui, il prenait de la place. Alors je me suis dit, peut-être que ça ira ensemble,
justement parce qu'on est différent. Et on s'est mariés 1 an plus tard. La vie n'a pas été dure. Mais elle n'a pas été douce non plus. Pas de grands voyages. Pas de folie. Juste le travail, les enfants, les courses, les soirs de télé où on disait pas grand-chose. On s'aimait, je crois. À notre manière. Mais Georges, il ne disait jamais « je t'aime ». Il disait « il y a du chauffage dans la salle de bain ». Ou « t'as vérifié les pneus ». Et moi, j'apprenais à traduire, ça voulait dire « je fais attention à toi ». Mais à la longue, c'est devenu lourd. Pas méchant. Juste, sans éclat. Il râlait pour tout. Le pain trop mou. Les infos trop longues. Les enfants trop bruyants. Il n'aimait pas les changements. Il disait toujours, ça marchait comme ça, pourquoi tu veux changer? Et moi, j'ai arrêté de proposer. Je faisais ce qu'il fallait. Je cuisinais, je pliais, je répondais. Mais je n'étais plus vraiment là. Je ne disais pas que j'étais malheureuse. Mais je n'étais pas heureuse non plus. C'était de l'usure tranquille. Et je crois que lui aussi le sentait. Mais il ne posait jamais de questions. Et moi, je n'avais plus envie de répondre à des silences. Quand les enfants sont partis de la maison, ça a été pire. On était 2, mais on vivait comme des colocataires fatigués. Lui dans son fauteuil. Moi dans ma cuisine. Parfois on dînait sans parler. Parfois on se disputait pour des broutilles. Et parfois, bizarrement, on riait encore. De vieux souvenirs, de conneries. Ça revenait. Rarement. Mais ça revenait. Et c'est ça qui me faisait rester. Parce que malgré tout, malgré sa rudesse, malgré les années sans tendresse, c'était Georges. Celui avec qui j'avais traversé 1000 choses. Le père de mes enfants. L'homme qui avait tenu debout quand j'ai perdu mon frère. Celui qui disait jamais « je t'aime », mais qui revenait toujours avec une baguette chaude parce qu'il savait que je l'aimais croustillante. Alors j'ai continué. Mais au fond de moi, j'étais déjà fatiguée. Avant même qu'il tombe malade. Et quand l'accident est arrivé, ce n'était pas un choc. C'était comme si, je l'attendais. Comme si mon corps savait déjà que quelque chose allait lâcher. Je n'ai pas pleuré ce jour-là. Je me suis occupée. Appel. Valise. Transport. Papier. Et le soir, seule dans la salle d'attente de l'hôpital, je me suis assise. Et j'ai pensé, est-ce que ça va être pire maintenant? Ou juste, plus long? Je me sentais coupable d'y penser. Mais je l'ai pensé quand même. Ils ont dit que son cerveau avait été atteint, mais pas tout. Qu'il avait des chances de récupérer partiellement. Il fallait être patient, l'aider, rééduquer. Et moi, je disais oui. Bien sûr. Je disais toujours oui. Et lui, il me regardait sans parler. Comme s'il m'en voulait d'être debout alors qu'il ne l'était plus. Le premier jour où je l'ai aidé à aller aux toilettes, j'ai senti que quelque chose s'était cassé. Plus dans moi que dans lui. Je suis sortie de la pièce. J'ai fermé la porte. Et j'ai pleuré 5 minutes dans la cuisine de l'hôpital. Silencieusement. Comme si j'étais la seule au monde à faire ça. Et je me suis dit, je peux le faire. Je vais le faire. Mais ce que je ne savais pas, c'est combien de temps j'allais devoir tenir. Et surtout, à quel prix. Je pensais que le pire serait la fatigue. Les allers-retours. Le poids du corps. Les nuits coupées. Mais non. Le pire, c'était le silence. Georges n'était pas bavard avant, c'est vrai. Mais là, ce n'était plus du silence de caractère. C'était un silence de mur. Il ne me parlait pas. Il ne me regardait pas vraiment. Il me suivait des yeux, parfois, mais sans lumière. Comme si j'étais une infirmière parmi d'autres. Et moi, je disparaissais. Pas d'un coup. Petit à petit. J'étais devenue une fonction. Lever. Toilette. Médicaments. Repas. Change. Télé. Sommeil. Il ne me demandait plus rien. Il exigeait. Par des gestes. Des soupirs. Des grognements.
Et moi, je répondais. Mais à l'intérieur, j'étais en train de me vider. Le soir, après avoir tout rangé, après avoir replié le plaid sur ses jambes, vérifié les stores, la télécommande, les verres d'eau, je me posais sur une chaise dans la cuisine. Et je respirais. Pas pour me détendre. Pour exister 5 minutes. Et parfois, je restais là 1 heure entière, à fixer la bouilloire. Sans bouger. Je n'avais plus envie de musique. Ni de lecture. Ni même de télé. Tout ce que je voulais, c'était qu'on me laisse tranquille. Mais il y avait toujours quelque chose. Toujours une alerte, un bruit, un appel. Et quand j'entendais sa voix rauque, déformée, difficile crier « Madeleine », j'avais envie de hurler. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'en avais envie. Le médecin m'a dit un jour, il progresse. Il faut de la patience. Et moi j'ai pensé, et pour moi, y a qui? Qui me soigne, moi? J'en ai parlé à ma fille, une fois. Je lui ai dit, je suis fatiguée. Elle a dit, tu veux que je vienne t'aider ce week-end? Et j'ai répondu, non non, ça va. Parce que c'était pas du temps dont j'avais besoin. C'était de vide. De plus être là. D'arrêter. Juste un moment. Mais ça, personne ne peut le comprendre. Sauf ceux qui le vivent. Il y avait des jours où je n'étais plus qu'un bras mécanique. Je préparais sa soupe, je la portais à sa bouche. Il ouvrait à moitié. Il recrachait parfois. Je nettoyais. Je ne disais rien. Mais le soir, je parlais seule dans la salle de bain. Je murmurais, c'est pas ça, la vie. C'est pas ça. Et pourtant, je restais. Tous les jours. Tous les soirs. Tous les mois. Et je continuais à l'aimer. Mais ce n'était plus le même amour. C'était un amour en ruine. Un amour avec des pansements. Un jour, il a voulu me frapper. Il ne m'a pas touché. Mais j'ai vu sa main partir. Lentement. Comme un réflexe animal. Je lui donnais ses cachets. Et il ne voulait pas. Il m'a regardé comme une étrangère. Comme une menace. J'ai reculé. Et j'ai dit, Georges, c'est moi. Il a baissé le bras. Et il a pleuré. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Même pas quand sa mère est morte. Et moi, je ne l'ai pas pris dans les bras. Je suis allée dans la cuisine. Et j'ai crié. Pas fort. Mais un cri rauque. Un cri de femme qui ne sait plus si elle vit encore pour elle. Le soir, il m'a regardé. Et il a murmuré d'une voix à peine audible. Pardon. Et là, j'ai pleuré. Mais pas pour lui. Pour moi. Parce que je savais que demain serait pareil. Et que j'allais continuer. Même sans plus rien en moi. Ce soir-là, j'ai pensé à partir. Pas longtemps. Juste 5 minutes. Je me suis assise dans la voiture, dans le garage. J'ai mis la clé. Je n'ai pas démarré. Je me suis dit, si tu pars maintenant, personne ne pourra t'en vouloir. Tu as fait ce que tu pouvais. Mais je n'ai pas bougé. Je suis sortie. J'ai refermé la porte. Et je suis monté le bordeur. Il dormait. Bouche ouverte. Odeur acide. Corps lourd. Front chaud. Et j'ai murmuré. Je suis là. Je suis encore là. Mais en moi, une partie s'était déjà effondrée. Je ne sais pas quand exactement j'ai cessé d'exister en tant que femme. Peut-être au bout de la 2e année. Peut-être plus tôt. Mais je sais que le jour où j'ai entendu une infirmière dire, au téléphone, c'est la dame du monsieur en fauteuil, là, Madeleine quelque chose, j'ai eu envie de lui répondre, je suis pas la dame. J'ai un nom. J'ai une vie. Mais je ne l'ai pas dit. Parce que c'était vrai. Je n'étais plus qu'une extension de lui. C'est ça, l'aide à domicile. Ce n'est pas une vocation. Ce n'est pas un don. C'est une disparition progressive. Tu t'effaces à force de vouloir faire bien. Je me levais à 6 heures. Pas pour moi. Pour lui. Vérifier s'il avait fait sur lui. Changer les draps si besoin.
L'essuyer, le tourner, l'asseoir, lui faire boire un peu d'eau. Parfois il était conscient. Parfois il grognait. Parfois, il ne disait rien. Il me regardait, sans colère, sans tendresse. Comme on regarde une lumière au plafond. Puis c'étaient les médicaments, le petit déjeuner écrasé, les exercices, les crèmes, les dossiers. Tout était minuté. Je tenais un tableau. Pas pour faire joli. Pour survivre. À midi, c'était soupe, compote, médicaments. Il refusait souvent. Il avait mal, ou il ne voulait pas. Il disait des mots incohérents. Je devais le calmer. Parfois je criais. Pas fort. Mais je criais. Et je culpabilisais après. Je ne sortais plus. Faire les courses, c'était une mission tactique. Le relais passait par une voisine, une aide de 3 heures par semaine, autant dire un pansement sur une fracture ouverte. Je me chronométrais. Je faisais la liste. Je fuyais les rayons inutiles. Je refusais de regarder les vitrines. Parce que si je regardais, je risquais de me souvenir que j'étais un être humain. Et je ne pouvais pas me le permettre. Mon corps a commencé à me lâcher aussi. Douleur au dos, au bras, aux genoux. Et je ne disais rien. Pas à mon médecin. Pas à mes enfants. Parce que j'avais peur qu'on me dise d'arrêter. Et si j'arrêtais, qui s'occuperait de lui? Et s'il mourait sans moi? Et s'il souffrait parce que j'avais voulu me reposer? Je portais tout. Et plus je portais, plus je devenais invisible. Un jour, une amie, la dernière qui venait encore de temps en temps, m'a dit: Tu devrais demander une aide à plein temps. J'ai répondu: Il ne veut pas d'étrangers dans la maison. Elle m'a regardé. Longtemps. Puis elle a dit: Et toi, tu veux encore vivre dans cette maison? Je n'ai pas su quoi dire. Parce que je n'avais même plus de réponse à ce genre de questions. Je me suis surprise, un jour, à me regarder dans le miroir. Pas maquillée, pas coiffée. Je ne portais plus que des vêtements mous, pratiques. Je ne mettais plus de soutien-gorge. Je ne faisais plus mes ongles. Je ne sentais plus rien. Et je me suis dit, c'est comme ça que je vais mourir. Pas vieille. Juste effacée. Mais j'ai essuyé le miroir. J'ai mis un peu d'eau sur mon visage. Et je suis retournée dans le salon. Il dormait. La bouche ouverte. Une joue gonflée. Il avait l'air d'un enfant trop grand. Et malgré tout ça, malgré la fatigue, malgré l'odeur, malgré le vide, je l'aimais encore. Mais d'une manière étrange. Plus comme un homme. Comme une part de moi. Un devoir. Une promesse. Mais je n'étais plus une femme. J'étais son corps de secours. Et dans cette fonction-là, il n'y avait plus de place pour la mienne. Je ne sais plus à quel moment j'ai arrêté de sourire. Pas devant lui, ça, j'avais arrêté depuis longtemps. Je parle du sourire automatique, celui qu'on fait quand on dit bonjour au facteur, quand on croise une voisine dans la rue, quand quelqu'un nous dit « courage ». À force d'entendre ce mot, « courage », j'avais juste envie de répondre « Tu crois que j'ai le choix ?» Je ne fais pas preuve de courage. Je suis coincée. La 3e année, je me suis écroulée physiquement. Un matin, je me suis levée avec une douleur dans la hanche qui m'a fait tomber presque aussitôt. Il dormait encore, ou faisait semblant, je ne sais pas. J'ai dû me relever seule, m'accrocher au rebord du lit, tirer sur une chaise. Et quand je me suis assise dans la cuisine, je me suis dit, ce n'est plus possible. Mon corps dit stop. Mais je me suis levée quand même. J'ai chauffé l'eau. Je l'ai lavée. Je l'ai habillée. Et la journée a recommencé. J'ai fini par aller chez le médecin. Il m'a dit que j'avais besoin de repos, de séances de kiné, de prendre soin de moi. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit, c'est noté. Mais à l'intérieur, je riais. Prendre soin de moi. À quel moment? Où? Dans quel monde? Le pire, c'était les soirs. Pas les nuits, les soirs. Ce moment où tout est fait, où la maison est silencieuse, où lui est couché. Ce moment où, normalement, on souffle, on se pose.
Moi, je ne me posais pas. Je marchais sans but dans la cuisine. Je fixais la pendule. Je restais debout, incapable de m'asseoir, parce que je savais qu'en m'asseyant, je risquais de penser. Et quand je pensais à la fin. Je me disais, combien de temps? Encore 1 an? 2? 5? Est-ce qu'il va s'éteindre doucement, ou est-ce que ça va être brutal? Est-ce que je serai là? Est-ce qu'il souffrira? Et moi? Est-ce que je tiendrai jusque-là? Un soir, j'ai dit tout haut, dans la salle de bain, les mots que je n'avais encore jamais prononcés, j'espère que ça ne va plus durer longtemps. C'est sorti comme une bulle d'air. J'ai eu honte. Vraiment. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai murmuré, tu viens de souhaiter qu'il meure. Et j'ai pleuré. Pas longtemps. J'ai pleuré comme une femme qui n'a plus de larmes, mais encore un peu de cœur. Les jours suivants, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. J'avais dit les mots. Et maintenant, ils étaient là. Ils flottaient dans l'air, silencieux. Et chaque fois qu'il m'appelait, chaque fois qu'il se plaignait, chaque fois qu'il me faisait répéter 3 fois la même chose, j'entendais ces mots revenir, que ça s'arrête. Je ne l'ai jamais maltraité. Je ne l'ai jamais laissé sans soin. Mais parfois, je me surprenais à faire les gestes sans douceur. À taper la cuillère contre le bol un peu trop fort. À refermer le frigo avec plus de bruit qu'il ne fallait. À parler sans le regarder. Et ça, c'est une autre forme d'usure. Ce n'est pas du désamour. C'est l'amour qui s'use à force de ne plus être partagé. Les enfants ne voyaient rien. Ils disaient, tu gères tellement bien. Et moi je voulais leur hurler, je ne gère rien. Je survis. Mais je souriais. Parce qu'on m'avait appris que les mères doivent être solides. Les femmes, patientes. Les aidantes, dévouées. Personne ne te dit que parfois, tu as juste envie de poser le plateau, de quitter la pièce, et de ne jamais revenir. Mais je restais. Tous les jours. Je restais. Parce que malgré tout, malgré la colère, malgré le vide, malgré l'envie de tout arrêter, je l'aimais encore. Mais j'étais en train de disparaître avec lui. Et ça, personne ne le voyait. Je faisais tout bien. J'étais organisée. Je connaissais ses horaires mieux que les miens. Je savais à quelle heure il fallait lui faire boire, à quel moment il fallait lui tourner les jambes pour éviter les plaies, quels médicaments lui donnaient des nausées et lesquels le calmaient. Je savais tout, mais je ne savais plus qui j'étais. Je n'avais plus de prénom. Quand le kiné venait, il disait « Madame », jamais « Madeleine ». Même lui, Georges, ne m'appelait plus que par monosyllabe, « toi » ou rien du tout. J'étais là. C'est tout. Présence fonctionnelle. Omniprésente, mais invisible. Les week-ends étaient pires que les jours de semaine. Parce qu'il y avait ce silence. Pas de soignant. Pas de passage. Pas de bruit de voisinage. Juste nous deux. Lui dans son fauteuil, moi en mouvement. Toujours. Et le pire, c'est que parfois, il semblait aller mieux. Il me regardait avec plus d'attention. Il disait un mot entier. Il essayait de lever la main. Et je me prenais à espérer. Peut-être qu'il allait récupérer. Peut-être qu'on allait retrouver un peu de ce qu'on avait perdu. Mais le lendemain, c'était fini. Il repartait dans son mutisme, dans son poids mort. Et moi, je me sentais coupable d'avoir espéré. Un après-midi, alors que je changeais ses draps, il m'a regardé et il a dit « T'es là ». C'était tout. 2 mots. Mais j'ai senti quelque chose. Une sorte de reconnaissance. Ou peut-être un éclair de conscience. J'ai souri. J'ai répondu « Oui, je suis là ». Et je l'ai dit doucement. Comme une promesse. Mais au fond, je ne savais plus si c'était vrai. Parce qu'être là physiquement, ce n'est pas être là en entier. Mon corps était là. Mon esprit, il flottait. Il vivait à côté. Il se souvenait de choses que je ne pouvais plus toucher, les rires, les vacances, les moments où je pouvais marcher dans une rue sans penser à l'heure du médicament. Je n'avais plus de souvenirs à moi. Tous mes souvenirs passaient par lui. Et comme lui s'effaçait,
mes souvenirs partaient avec. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas seulement qu'on perd l'autre. C'est qu'on perd soi-même en même temps. J'étais fatiguée. Profondément. Pas la fatigue qu'on soigne avec une sieste. Une fatigue dans la peau, dans les yeux, dans le ventre. Une fatigue qui devient une deuxième peau. Qui ne s'enlève plus. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut. J'ai cru qu'il appelait. Mais non. Il dormait. Je me suis levée quand même. Je suis allée dans la cuisine. J'ai ouvert le frigo. Je n'avais pas faim. Je n'avais envie de rien. Je suis restée debout, dans le noir, à écouter le ronron du moteur. Et j'ai pensé, est-ce que ça va être ça ma fin? Me lever toutes les nuits pour personne. M'épuiser pour quelqu'un qui ne me regarde plus. Disparaître à petit feu, sans même que quelqu'un dise merci. J'ai eu envie de hurler. Pas parce que j'étais en colère. Parce que j'étais seule. Tellement seule. Avec quelqu'un en face de moi, tout le temps. Et pourtant, seule. Le lendemain matin, j'ai mis un peu de parfum. Juste une touche. Pas pour sortir. Pas pour séduire. Pour moi. Pour sentir quelque chose de vivant sur moi. Georges n'a rien dit. Bien sûr. Mais moi, j'ai senti. Et ça m'a tenu 2 heures. 2 petites heures où je ne me suis pas sentie totalement morte. Puis le quotidien a repris. Il a eu une crise d'angoisse dans l'après-midi. Il criait, bavait, frappait la coudoir. Il ne comprenait plus où il était. J'ai essayé de le calmer, je lui ai parlé doucement. Il ne m'entendait pas. Il avait peur. Comme un enfant enfermé dans un corps cassé. Et moi, j'étais la seule adulte dans cette pièce. J'ai appelé le médecin. Il a dit que ça arrive. Qu'il fallait surveiller. Il m'a félicité d'avoir bien réagi. J'ai raccroché. Et j'ai pleuré dans les toilettes. Pas pour la crise. Pour moi. Parce que j'étais fatiguée d'être celle qui gère bien. Je ne voulais plus gérer. Je voulais dormir. Je voulais qu'on me dise, à moi, tu peux poser tout ça, on s'en occupe. Mais il n'y avait personne pour me dire ça. Alors je suis retournée dans la chambre. Et j'ai repris le relais. Comme toujours. Et ce soir-là, en le regardant dormir, j'ai compris une chose terrible, je ne voulais plus qu'il se réveille. Je voulais que ce soit la fin. Pas par méchanceté. Par amour, peut-être. Mais surtout, par besoin de vivre encore un peu. Je crois que je n'avais plus de voix. Je ne veux pas dire que je ne parlais plus, je parlais encore. Mais c'était comme si ma voix ne m'appartenait plus. Elle sortait pour les soins, pour les appels médicaux, pour les « tu veux de l'eau » et les « je reviens dans 10 minutes », mais jamais pour dire ce que je ressentais. Parce que je ne savais plus ce que je ressentais. C'était un brouillard. Une brume épaisse dans la poitrine, dans le ventre, dans la tête. Pas de rage, pas de tristesse, pas de bonheur. Juste, une neutralité fatiguée. Une sorte de gris intérieur. Parfois, en regardant Georges dans son fauteuil, j'essayais de me rappeler comment il était d'avant. Vraiment. Pas les photos. Pas les anniversaires. Lui. Sa voix, son odeur, son humour. Mais tout ça s'effaçait. C'était comme si la maladie l'avait redessiné, et que l'ancien visage avait été gratté au couteau. Et moi, dans tout ça, je n'étais plus rien. Même mon prénom me semblait étrange. Je me souvenais du temps où on m'appelait la petite Madeleine. Où j'avais des amis, où on se racontait nos soirées, nos envies. Et maintenant? Plus d'amis. Plus de soirées. Et mes envies? Elles s'étaient toutes transformées en urgence. Urgence de changer les draps. Urgence de renouveler les prescriptions. Urgence de continuer. Une fois, j'ai croisé une ancienne collègue dans la rue. Elle m'a reconnue tout de suite. Elle m'a dit, « Oh Madeleine. Je t'ai pas vue depuis au moins 20 ans. Tu travailles encore ?» Je l'ai regardée. Et j'ai dit, « Oui. À domicile. » Elle a souri. Elle a dit, « Ah, aide-soignante ?» Et là, j'ai compris.
Je ne pouvais pas lui expliquer. Pas en 3 phrases. Alors j'ai répondu, quelque chose comme ça. Mais en moi, une voix disait, non. Je suis prisonnière. Pas soignante. Ce jour-là, je suis rentrée et j'ai claqué la porte plus fort que d'habitude. Georges a sursauté. Il a dit un mot que je n'ai pas compris. Je n'ai pas répondu. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai fermé la porte. Et j'ai crié. Pas longtemps. Pas fort. Mais assez pour que ma gorge me brûle. Et j'ai dit, tout bas, je ne veux plus. Je ne peux plus. Le pire? C'est que personne ne le savait. Personne ne voyait. Pour mes enfants, j'étais forte. Pour les aides-soignantes, j'étais stable. Pour les voisins, j'étais discrète et admirable. Et moi, j'étais en train de me liquéfier à l'intérieur. Mon sommeil était haché. Je me réveillais toutes les heures. Je rêvais de portes qui ne s'ouvraient pas, de couloirs sans fin, de visages sans yeux. Je n'en parlais à personne. J'avais peur qu'on me prenne pour folle. Ou pire, qu'on me retire ce rôle. Et malgré tout, je tenais à ce rôle. Parce que sans lui, je n'étais plus rien du tout. Un jour, j'ai pensé à écrire une lettre. Une vraie. Pas pour quelqu'un. Pour moi. J'ai pris une feuille, un stylo, et j'ai écrit en haut, qui je suis encore. Et là, rien. Aucun mot. Aucune idée. Feuille blanche. Tête vide. Alors j'ai plié la feuille. Je l'ai rangée dans un tiroir. Et je me suis dit, peut-être que je la remplirai quand tout ça sera fini. Mais je ne savais pas si j'allais tenir jusque-là. Je ne l'ai dit à personne. Même pas à moi-même, vraiment. Mais un soir, j'ai failli ne pas rentrer. Ce jour-là, il n'y avait rien d'exceptionnel. Aucune crise, pas de chute, pas d'accident. Juste une journée de plus. Une journée lourde, grise, monotone. Il s'était plaint toute la matinée, il avait refusé de manger à midi, il m'avait fait répéter la même phrase 20 fois. Et moi, j'avais tout encaissé. Sans mots, sans hausse de voix. Comme d'habitude. Jusqu'à ce que l'aide-soignante arrive pour les 3 heures réglementaires. Je suis montée dans la voiture. Pas pour aller quelque part. Juste pour sortir. Prendre l'air. Être dans un endroit où personne ne m'appelait. J'ai roulé sans but. J'ai pris des petites routes, puis des plus grandes. Je ne regardais même pas vraiment la route. Je regardais devant moi comme si c'était un tunnel. Un long couloir d'asphalte. Et moi dedans. Je suis arrivée sur un parking désert, près d'un vieux champ. Il n'y avait rien. Pas de bruit. Juste le vent et le moteur qui tournaient encore. Je suis restée là. 30 minutes. Peut-être 1 heure. Je ne sais pas. Je ne pensais pas. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas en colère. J'étais vide. Et puis une pensée est venue. Douce, presque confortable, et si tu ne rentrais pas? Pas et si tu le quittais? Pas et si tu fuyais? Non. Juste, et si tu ne rentrais pas ce soir? Je me suis imaginé conduire un peu plus loin, trouver un hôtel, une chambre. Prendre une douche. Dormir toute une nuit. Me réveiller sans cri, sans urgence, sans planning. Juste me réveiller, seul, libre. Respirer. Et j'ai senti une vague monter en moi. Pas une émotion. Une envie. Une vraie envie. Pas un fantasme. Un besoin. Mais ensuite, j'ai pensé à lui. Il était là, assis dans son fauteuil, dépendant. Il allait appeler. Il allait avoir peur. Il ne comprendrait pas. Il ne pourrait pas se lever. Il aurait mal. Il attendrait. Et je me suis détestée de penser à moi. Alors j'ai redémarré. J'ai roulé en silence. J'ai pris le chemin inverse, plus lentement. Comme si je reculais à contre-courant de quelque chose. Quand je suis arrivée, il ne s'était aperçu de rien. L'aide était partie. Il dormait dans son fauteuil. Sa tête tombait sur le côté. Il bavait un peu.
Je l'ai regardé. Longtemps. Je ne ressentais plus rien. Ni amour, ni pitié, ni colère. Juste un genre de fatalité. Je l'ai réveillé doucement. Je l'ai changé. Je l'ai couché. Il n'a pas dit un mot. Moi non plus. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans la cuisine, avec ma veste encore sur les épaules. Et j'ai compris une chose, je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais juste que ce soit fini. Ce n'est pas la même chose. Je ne souhaitais pas sa mort. Je souhaitais une délivrance. Pour lui, pour moi, pour ce qu'on avait été. Mais ce genre de souhait, ça ne se dit pas. Alors je l'ai gardé en moi. Comme une pierre au fond de la gorge. Et j'ai continué. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner. Comme toujours. Et il m'a dit, « T'es sorti, hier ?» Je l'ai regardé. Surprise. J'ai dit, « Un peu. » T'as remarqué ? Il a haussé les épaules. Il a dit, « J'ai cru que j'étais seule. » Puis il a ajouté, « C'est pas grave. » Et c'est là que j'ai compris qu'il savait. Pas tout. Mais quelque chose. Et je n'ai rien répondu. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Il est mort un jeudi matin. Il ne s'est pas plaint. Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas tendu la main. Il s'est juste arrêté. Comme une vieille horloge qui a fait tic, mais pas tac. Je l'ai trouvé dans son fauteuil. Il avait les yeux fermés, la tête légèrement penchée. Je me suis approchée. J'ai dit « Georges » une fois, 2 fois. Puis j'ai posé ma main sur son bras. Il était encore tiède. Mais je savais. Tout de suite, j'ai su. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste reculé d'un pas. Et je suis restée debout, là, dans le salon. En face de lui. Comme si on se regardait encore, une dernière fois. Moi, vivante. Lui, fini. J'ai appelé les secours. J'ai prononcé les phrases qu'on dit dans ces moments-là. J'ai donné mon nom, mon adresse, l'heure, les détails. J'ai dit « Je crois que mon mari est décédé ». Le mot était froid, administratif. Mais c'est celui qui sortait. Le médecin est venu. Puis les pompes funèbres. Puis le silence. Tout s'est enchaîné comme dans un rêve lent. On m'a posé des questions. On m'a dit toutes nos condoléances. On m'a tendu des papiers. Et moi, je signais. Je disais merci. Comme si c'était un rendez-vous chez le dentiste. Les enfants sont venus. Ils m'ont serré dans leurs bras. Ils ont dit « On est là ». Mais je les sentais loin. Ils avaient perdu leur père. Moi, j'avais perdu, tout un emploi du temps, toute une raison de me lever, toute une obsession. La nuit, après le départ de tout le monde, je suis restée seule. Dans la maison. Sans bruit. Pas même un ronflement. Pas un appel. Pas un « Madeleine ». Et là, je me suis assise au bord du lit. Et j'ai respiré. Longuement. Profondément. Et j'ai dit à voix basse, « C'est fini ». Je ne savais pas si je parlais à lui, à moi, à Dieu. Mais c'était fini. Et ce n'était pas une tragédie. C'était une fin. Le lendemain, je me suis réveillée en sursaut. Mon corps voulait aller vérifier s'il avait bien pris ses médicaments. Mais il n'y avait personne. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai regardé la chaise vide. Et j'ai senti un calme étrange m'envahir. Pas de chagrin. Pas encore. Pas d'effondrement. Juste du vide. Et dans ce vide, il y avait un souffle. Un espace. Comme si, pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans surveiller ma propre respiration. J'ai passé la journée à ranger. Pas mécaniquement. Pas en panique. Juste, à trier. J'ai plié ses affaires. J'ai ouvert les tiroirs. J'ai touché les objets. Rien ne me faisait mal. Pas vraiment. J'avais l'impression de faire ce qu'il fallait faire. Et le soir, j'ai mis de la musique. Une vieille chanson que j'aimais avant.
Avant tout ça. Et j'ai pleuré. Pas des sanglots. Pas une crise. Des larmes lentes. Ininterrompues. Et je me suis dit, ce n'est pas de la tristesse. C'est du relâchement. Les jours suivants, les gens sont venus. Condoléances. Gâteaux. Messages. On me regardait avec pitié. Avec admiration parfois. On me disait, tu as été formidable. Et moi, je voulais répondre, non. J'ai juste survécu. Mais je disais merci. Et la nuit, seule, je parlais à voix haute. Je disais, Georges, tu es parti. Tu m'as laissé. Et moi, je ne sais pas encore si je dois me réjouir ou m'effondrer. Un matin, j'ai regardé la table. Une seule tasse. Un seul bol. Un seul couteau. Et j'ai souri. Pas par joie. Par légèreté. J'avais l'impression que le monde me faisait un peu de place. Et j'ai compris que j'avais encore une vie. Une petite. Mais une vraie. J'ai compris très vite que je n'étais pas en deuil comme on l'imagine. Pas effondrée. Pas couchée sur un lit à sangloter. J'étais, vide, mais debout. Le silence, d'abord, m'a surprise. Pas celui de la mort. Celui de l'après. Celui qui vient quand personne ne t'appelle, quand ton nom ne sert plus à rien, quand tu peux t'asseoir sans attendre le prochain cri. Ce silence-là, je ne le connaissais plus. Il m'a accueilli comme une pièce inconnue dans une maison que je croyais avoir explorée. Je n'avais plus de mission. Plus de planning. Plus de phrases toutes faites à répéter. Et pendant les premiers jours, j'ai bougé comme un automate. Le matin, je me levais, je préparais 2 tasses, puis je me souvenais. Une seule. Et je posais la deuxième sur l'étagère. Je me suis forcée à ne pas remplir ce vide. Ni avec la télévision, ni avec des sorties inutiles. J'avais besoin d'apprendre à vivre sans bruit. Sans rôle. Sans poids. Un soir, je me suis regardée dans la glace. J'ai remonté mes cheveux. J'ai passé une crème que je n'utilisais plus depuis longtemps. Je me suis dit, tu es encore là. C'était presque une surprise. J'ai recommencé à sortir un peu. Juste pour marcher. Le marché du jeudi matin. La boulangerie. La librairie. Je ne cherchais pas à parler. Je voulais juste être quelque part où je n'étais plus la femme du malade. Où je n'étais rien. Et ça m'allait. Les gens, parfois, me disaient, tu tiens bien, je trouve. Je répondais, il le faut. Mais la vérité, c'est que je n'avais jamais été aussi lucide. Aussi légère, aussi honnête avec moi-même. Un matin, je me suis assise devant la fenêtre, un cahier sur les genoux. J'ai repris la feuille vide que j'avais rangée des mois plus tôt. Celle où j'avais écrit en haut, qui je suis encore. Et j'ai commencé à écrire. Pas beaucoup. Mais des choses simples. Je suis une femme de 73 ans. J'aime le café tiède. J'aime les oiseaux. Je n'aime pas qu'on me félicite quand je souffre. Je sais cuisiner. Je sais me taire. Je sais aimer. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse. Pas de regret. Juste parce que ça faisait des années que je ne m'étais pas adressé la parole à moi-même. C'est comme si une autre version de moi revenait lentement. Pas la jeune fille. Pas l'épouse. Pas la soignante. Une nouvelle. Une que je ne connaissais pas encore. Le soir, je laissais parfois une lumière allumée. Pas pour me rassurer. Pour me rappeler que je pouvais le faire. Que j'avais le droit d'habiter cet espace. Pas comme un musée. Pas comme un sanctuaire. Comme un chez-moi. Et la nuit, je dormais. Vraiment. Entièrement. D'un sommeil sans alarme, sans demi-veille. Je me réveillais sans me souvenir de quoi que ce soit. Et je me disais, tu vis encore. Et c'est déjà beaucoup. Je ne me reconnaissais plus, mais je ne m'en plaignais pas. Ce n'était pas une crise de transformation. Pas une renaissance. Juste, un glissement. De quelque chose de figé vers quelque chose de plus souple. De plus calme.
J'ai commencé à porter des vêtements que je n'avais pas sortis depuis des années. Une écharpe colorée. Un vieux pull bleu que j'aimais bien. Je me suis remise à mettre du rouge à lèvres. Pas pour séduire. Pour me rappeler la sensation d'avoir une bouche. D'exister autrement qu'en silence. Un jour, à la boulangerie, le vendeur, un jeune homme que je ne connaissais pas, m'a dit « Vous avez l'air en forme ce matin ». J'ai souri. Et j'ai répondu « Ça doit être la lumière ». Mais en sortant, j'ai senti une chaleur au creux du ventre. Un mélange de gêne et de joie. Comme une autorisation d'être encore vivante. Je me suis remise à cuisiner. Pas comme avant. Pas pour deux. Pas avec obligation. Mais avec plaisir. Des plats simples. Des odeurs que j'avais oubliées. Je mettais de la musique en fond. Et je chantonnais parfois. Ce n'était pas spectaculaire. Mais c'était réel. Un après-midi, j'ai ouvert un carton que je n'avais jamais touché pendant toutes les années de maladie. Dedans, il y avait des lettres. Des photos. Des petits objets sans valeur. Des restes de vie. J'ai trouvé une carte postale que Georges m'avait envoyée en 1979. Il y avait écrit « Je t'embrasse fort. Reviens vite. » J'ai oublié comment on fait les pâtes. J'ai ri. Toute seule. Et j'ai murmuré « Tu n'as jamais vraiment appris, hein ?» Mais je n'ai pas pleuré. Parce que j'étais prête à le regarder autrement. Plus comme un poids. Plus comme une mission. Mais comme une mémoire douce. Une partie de mon histoire. Pas toute. J'ai recommencé à écrire. Pas pour laisser une trace. Pour ranger mes pensées. J'écrivais comme on nettoie une pièce qu'on n'a pas ouverte depuis longtemps. Doucement. Avec respect. Avec curiosité. Je n'avais pas grand-chose à dire au monde. Mais j'avais des choses à me dire à moi-même. Tu as tenu. Tu n'as pas trahi. Tu peux maintenant vivre sans demander pardon. Je n'ai jamais été quelqu'un de très sociable. Mais un jour, j'ai accepté une invitation à un petit cercle de lecture au centre culturel. Je ne savais pas si j'allais aimer. Mais j'y suis allée. Ils étaient une dizaine. Des retraités. Des veufs. Des veuves. Des discrets. Des gens normaux. On lisait à voix haute. On commentait. Parfois, on se taisait. Et dans ces silences-là, je me sentais bien. Pas vide. Présente. Une femme m'a demandé « Et vous, vous étiez prof ?» J'ai souri. Et j'ai dit « Non. J'ai juste appris à écouter. » Elle a hoché la tête. Elle a dit « C'est encore mieux. » Et j'ai su que j'étais à ma place. Pas dans un grand projet. Pas dans une mission. Dans une chaise, à écouter des histoires. Le soir, je n'éteignais plus tout. Je laissais parfois une petite lumière dans l'entrée. Pas pour me rassurer. Pour me rappeler que je pouvais encore sortir. Que je n'étais plus enfermée. Un jour, en rangeant un placard, j'ai retrouvé une petite boîte de thé que Georges adorait. J'ai hésité. J'ai failli la jeter. Et puis non. Je l'ai ouverte. Elle sentait encore un peu. J'ai fait chauffer de l'eau. Et j'ai bu une tasse. Je l'ai fait pour moi. Pas pour lui. Et c'était bon. Je ne me sentais pas fière. Ni coupable. Je me sentais juste là. Enfin là. Pas comme avant. Mais entière. Un matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé que je n'avais plus peur de mes journées. Ce n'était pas une révélation. Ce n'était pas un événement. Juste une sensation. Comme quand on enlève une veste trop lourde sans s'en rendre compte et qu'on se dit soudain « Ah, je respire mieux ». Je n'avais plus de raison de me lever à heure fixe. Plus de soins à programmer. Plus de repas minutés. Et pourtant, je me levais. J'ouvrais les volets. Je mettais de l'eau à chauffer. Je m'asseyais à la table. Et je me disais « Tu es là, Madeleine ». Rien que ça, c'est énorme. J'ai recommencé à marcher un peu plus loin. Au début, c'était des rues tranquilles, que je connaissais par cœur.
Puis j'ai exploré. J'ai poussé jusqu'au parc. Je m'asseyais sur un banc, au soleil. Je regardais les gens. Les enfants. Les couples. Les vieux. Et je ne me sentais pas jalouse. Je ne me disais pas, moi aussi, j'avais ça. Non. Je me disais, je suis encore là pour regarder ça. Une vieille dame s'est assise à côté de moi un jour. Elle avait un chien. Un petit truc nerveux, attachant. On a échangé 2 mots. Elle m'a dit qu'elle venait tous les matins, que ça la gardait ancrée. Et moi, j'ai répété ce mot dans ma tête, ancré. Je crois que c'est ce que je cherchais depuis des mois. Un ancrage. Pas à quelqu'un. À moi-même. Ce jour-là, je suis rentrée et j'ai pris un cahier neuf. J'ai écrit sur la première page, ce que je n'ai jamais osé dire. Et j'ai rempli la moitié sans lever la tête. Ce n'étaient pas des choses graves. Juste vraies. Des peurs, des colères, des envies que j'avais étouffées pendant des années. J'ai écrit que j'avais envie de danser, même seule. Que j'avais eu honte d'espérer sa mort. Que j'avais envie de partir 3 jours sans prévenir personne. Que j'avais peur de ne plus jamais aimer personne mais que ce n'était plus une tragédie. Et en écrivant, j'ai senti que je reprenais possession de ma voix. Pas pour la montrer. Pour m'écouter. Je me suis remise à téléphoner à des gens. Des vieilles connaissances. Des anciennes voisines. Pas tous les jours. Pas longtemps. Mais j'avais envie de dire autre chose que « tout va bien » ou « oui, ça passe ». Un jour, j'ai même invité une femme à prendre un café chez moi. Elle a accepté. Elle est venue avec une brioche. On a parlé de tout et de rien. Elle m'a dit que j'avais changé. Que je semblais plus posée. Je ne savais pas quoi répondre. Mais je crois que c'était vrai. J'ai ressorti de vieilles photos. Pas pour pleurer. Pour les regarder comme des traces. Des preuves. Je me suis vue jeune. Avec mes enfants. Avec Georges. Avec des gens que je n'avais pas revus depuis 20 ans. Et au lieu de me dire « c'est fini », je me suis dit « c'est moi, ça. C'était moi. Et ça compte. » Un soir, j'ai dansé seule dans ma cuisine. Une chanson est passée à la radio. Une chanson qu'on écoutait autrefois dans la voiture. Georges n'aimait pas trop, il trouvait ça niaiseux. Moi, je l'adorais. Et là, elle est revenue. Et mes pieds ont bougé. Pas vite. Pas bien. Mais ils ont bougé. Et j'ai ri. Toute seule. Mais pas de solitude. De liberté. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire après. Je ne me faisais pas de grands plans. Je ne voulais pas refaire ma vie, comme disent certains. Je voulais juste la vivre autrement. Un jour après l'autre. Une tasse de thé après l'autre. Un geste après l'autre. Je ne me sentais pas forte. Ni courageuse. Je me sentais vivante. C'est très différent. Je crois que je ne voulais plus qu'on m'admire. Je voulais juste qu'on me voie. Comme je suis. Avec mes silences. Avec mes pensées sombres. Avec mes petites joies. Avec mon passé. Et surtout, avec mon présent. Un jour, au marché, j'ai vu un monsieur de mon âge. Je ne le connaissais pas. Mais il avait ce regard, un peu fatigué, un peu doux. Il m'a souri. J'ai souri aussi. Et c'est tout. On ne s'est pas parlé. On ne s'est pas suivi. Mais ce sourire-là, je l'ai gardé toute la journée avec moi. Parce qu'il n'était pas pressé. Pas lourd. Pas curieux. Il était gratuit. Et moi, je l'ai reçu comme un signe. Pas qu'il allait se passer quelque chose. Mais que je pouvais encore plaire. Exister. Être regardée autrement que comme une aidante, une femme forte, une survivante. Juste une femme. Et c'était suffisant. Un matin, j'ai nettoyé la chambre comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai rangé le fauteuil. Pas à la cave. Pas à la déchetterie. Je l'ai poussé dans un coin de la pièce, j'ai posé une plante dessus. Une grande plante verte, simple, vivante. Elle n'était pas là pour cacher le fauteuil.
Elle était là pour dire « Je reprends l'espace ». Et je l'ai fait sans trembler. Je ne voulais pas effacer Georges. Je voulais ne plus vivre autour de son absence. C'est très différent. J'ai gardé quelques objets. Sa montre. Une chemise. Une photo de nous, jeune couple, souriant, naïf. Mais j'ai enlevé tout ce qui appartenait à la maladie. Les flacons, les protections, les papiers de soins. J'ai fermé un sac. Je l'ai déposé dans une boîte de dons. Et quand j'ai fermé le couvercle, j'ai respiré. Pas pour oublier. Pour continuer. Les enfants me parlaient un peu plus souvent. Peut-être parce qu'ils me sentaient plus stable. Ou parce qu'ils s'inquiétaient de ce que j'allais devenir. Je les rassurais. Je ne disais pas que j'étais bien. Je disais la vérité, je découvre. Ma fille m'a proposé un jour de partir quelques jours ensemble. Juste elle et moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit « oui ». Et j'ai ajouté « mais je choisis la destination ». Elle a ri. Elle m'a dit « très bien, maman. Cette fois, c'est toi qui décides ». Cette phrase m'a fait pleurer. Parce que ça faisait si longtemps que personne ne m'avait dit ça. Le départ était simple. Une petite ville en bord de mer. Rien d'exotique. Mais la lumière était belle. L'air était doux. Et je me sentais légère. On a marché. On a mangé des glaces. On a parlé. Mais pas trop. On s'est raconté des choses qu'on ne s'était jamais dites. Elle m'a dit, je ne savais pas que tu avais souffert comme ça. Et j'ai répondu, moi non plus, je ne savais pas. Elle m'a pris la main, un soir, sur un banc. Et elle a dit, tu sais, t'as pas à t'excuser d'aller bien maintenant. Et là, j'ai compris que c'était ce que j'attendais d'entendre depuis des mois. En rentrant chez moi, je n'ai pas eu ce coup de blues qu'on a parfois après les voyages. J'étais heureuse de retrouver mon lit. Mon silence. Mes objets. Mais je savais maintenant que ce n'était plus un silence subi. C'était un silence choisi. J'ai recommencé à écouter la radio, à mettre des fleurs fraîches sur la table, à appeler des gens sans raison. J'ai même assisté à un petit atelier de peinture. Je ne sais pas peindre. Mais j'ai aimé le geste. Le fait de créer quelque chose de mes mains. Même si c'était moche. Personne ne m'attendait. Et pour la première fois, ça ne me rendait pas triste. Un jour, une voisine m'a demandé, « Tu ne te sens pas seule, parfois ?» J'ai dit, « Oui. » Mais ce n'est pas la pire des choses. Elle a fait une drôle de tête. Elle m'a dit, « Moi je ne supporterai pas. » Et j'ai pensé, « Tu ne sais pas ce que c'est que d'être seule avec quelqu'un pendant 8 ans. » Moi, si. La solitude, maintenant, c'est une pièce ouverte. Pas une cellule. C'est une page blanche. Pas un mur. Et surtout, c'est une liberté que je n'ai pas volée. Je l'ai gagnée. Au prix fort. Et je ne laisserai plus personne me dire que je dois avoir honte d'en profiter. Un matin, j'ai relu une des lettres que j'avais écrites à Georges, mais jamais envoyées. J'y disais, je t'ai accompagné jusqu'au bout. Et maintenant, je dois m'accompagner moi-même. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans une enveloppe. Et je l'ai enterrée dans le jardin, au pied du rosier qu'il aimait bien. Je ne crois pas au rituel. Mais ce geste-là, il m'a soulagée. C'était ma façon de dire « merci ». Et maintenant, c'est à moi. Ce soir-là, après avoir enterré la lettre, je suis restée assise dehors longtemps. Il faisait frais. Les oiseaux s'étaient tus. J'ai regardé le ciel s'assombrir, et je me suis dit, voilà. Maintenant, je n'ai plus rien à attendre. Et ça ne me fait plus peur. C'était étrange, ce sentiment. Pas de fin. Pas de commencement. Un entre-deux. Comme si j'étais sur un quai de gare vide, sans savoir quel train j'allais prendre, mais prête à monter dans le premier qui se présente. Prête, enfin. J'ai repensé à toutes les années où j'avais vécu pour les autres. Mes enfants. Mon mari. Ma famille. Toujours dans l'ombre, toujours utile, toujours disponible. On m'appelait pour dépanner, pour écouter, pour cuisiner, pour soigner.
Mais personne ne m'avait jamais appelé juste pour me demander « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Et moi, je n'avais jamais su répondre. Maintenant, je commence. Je veux marcher sans destination. Lire sans culpabilité. M'asseoir dans un café toute seule. Dire non sans m'expliquer. Me réveiller à l'heure que je veux. Manger tard. Dormir tôt. Parler moins. Écrire plus. Je veux m'appartenir. Je ne cherche pas à rattraper quoi que ce soit. Je ne veux pas refaire ma vie. Ce genre d'expression me fait rire. Comme si on pouvait faire et refaire une vie comme on refait une valise. Non. Je ne veux pas refaire. Je veux habiter la mienne, telle qu'elle est, avec ce qu'elle a été, et ce qu'elle peut encore devenir. Quelques jours plus tard, ma fille m'a proposé de venir vivre chez elle. Elle a dit que j'aurais ma chambre, ma salle de bain, mon rythme. C'était gentil. C'était sincère. Mais j'ai dit non. Je lui ai expliqué doucement, j'ai besoin d'apprendre à vivre seule. Pas pour fuir. Pour m'asseoir avec moi-même un moment. Elle a compris. Je l'ai vu dans ses yeux. Il y avait une forme de respect. Pas de pitié. Pas de surprise. Une reconnaissance. Comme si elle voyait pour la première fois que sa mère était une femme. Une vraie. Elle m'a dit, tu peux m'appeler quand tu veux. Et j'ai répondu, je le ferai. Mais pas pour combler un vide. Et on a ri. Et ce rire-là m'a fait du bien. Il était léger, pas abîmé. Un rire propre. Le dimanche suivant, je me suis levée sans réveil. J'ai préparé un petit déjeuner comme j'en faisais plus depuis longtemps. Pain grillé, confiture d'abricot, café filtre. J'ai mis une nappe. J'ai allumé la radio. Et je me suis assise. Et là, j'ai regardé autour de moi. Personne. Et je me suis sentie bien. Pas parfaite. Pas joyeuse. Mais en paix. Je me suis dit, c'est ça, ta victoire. C'est pas d'avoir tout supporté. C'est de ne plus t'oublier. Et j'ai souri. Pas parce que tout allait bien. Mais parce que j'étais enfin présente. Pas comme mère. Pas comme épouse. Pas comme aidante. Comme Madeleine. Et c'était suffisant. Il m'a fallu du temps pour me dire que je pouvais parler de tout ça sans m'excuser. Pendant des mois, même après sa mort, je cherchais toujours la phrase qui ferait comprendre que je ne suis pas une mauvaise femme. Une phrase qui me protégerait du regard des autres. Mais tu l'aimais, non, tu regrettes parfois, tu ne te sens pas coupable? Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me défendre. Parce que ce que j'ai vécu, je l'ai traversé en entier. Et j'en suis sortie debout. Je l'ai aimé. Je l'ai soigné. Je l'ai porté. Et je l'ai attendu. Je l'ai attendu quand il était là, sans être là. Je l'ai attendu quand il me regardait sans me voir. Je l'ai attendu même quand il s'endormait au milieu d'une phrase. Et je l'ai attendu quand il est mort. Mais maintenant, je ne l'attends plus. Et c'est peut-être ça, la chose la plus difficile à admettre, que le chagrin, ce n'est pas toujours une mer agitée. Parfois, c'est juste un lac calme. Et qu'on peut choisir de ne pas s'y noyer. J'ai longtemps pensé que le fait d'aller bien, c'était une forme de trahison. Que sourire, marcher tranquillement, préparer un repas rien que pour soi, c'était comme abandonner la mémoire. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai rien abandonné. Je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Et maintenant, je m'accompagne moi-même. C'est ça, mon après. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas un renouveau. C'est une existence entière, qui ne se résume plus à être forte. Je ne veux plus être courageuse. Je veux être simple. Je veux être tranquille. Je veux être juste moi. Parfois, le soir, je me parle encore à voix basse. Pas pour chercher une réponse. Pas pour entretenir une illusion. Juste pour poser des mots. Comme on pose un objet sur une étagère. Doucement. Avec soin. Je lui dis, t'inquiète pas. Je continue. Pas contre toi. Avec toi, mais autrement. Et ensuite, je bois mon thé. Je ferme les volets.
Je range la vaisselle. Et tout va bien. Enfin, à ma manière. Je ne veux plus qu'on me réduise à ce que j'ai supporté. Pendant longtemps, c'était ça, ma valeur aux yeux des autres. Elle a tenu 8 ans. Elle s'est occupée de lui jusqu'au bout. Elle n'a jamais craqué. Comme si j'étais un pilier de pierre, un monument. Mais je ne suis pas un monument. Je suis une femme. Je suis une femme qui a aimé, qui a eu peur, qui a douté, qui a résisté, qui a chuté, qui s'est tue, et qui a fini par se relever. Pas pour montrer l'exemple. Pas pour faire modèle. Juste parce que je n'avais pas envie de finir mon histoire à genoux. Je n'ai pas choisi ce qui m'est arrivé. Mais je choisis ce que je fais de ce qu'il en reste. Je ne cherche pas à donner de leçons. Chaque histoire est différente. Chaque douleur est unique. Il y a des femmes qui quittent. Il y a celles qui restent. Il y a celles qui s'effacent. Et celles qui explosent. Moi, j'ai tenu. Pas par héroïsme. Par fatigue. Par loyauté. Par habitude. Par peur. Par amour aussi, oui. Mais pas que. Et je crois qu'il est temps de le dire à voix haute, on peut aimer quelqu'un et vouloir que ça s'arrête. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas une trahison. C'est humain. Profondément humain. Si je devais parler à une autre femme dans la même situation aujourd'hui, je ne lui dirais pas « tu es forte ». Je lui dirais « tu as le droit d'être fatiguée. Tu as le droit de penser à toi. Tu as le droit de ne plus vouloir être une héroïne tous les jours. » Parce qu'à force de porter tout le monde, on oublie qu'on a, nous aussi, un cœur, une peau, un souffle. Moi, j'avais oublié. Aujourd'hui, je me rappelle. J'ai accroché un cadre dans mon couloir. Dedans, il y a une phrase que j'ai écrite un soir, sur un petit papier. Ce que j'ai traversé ne me définit pas. Mais il m'a rendu plus vrai. C'est ça que je veux garder. Pas l'épreuve. Pas la souffrance. Pas la solitude. L'authenticité. Ce que je ressens maintenant, ce n'est pas du bonheur au sens où on l'entend partout. Ce n'est pas de la joie tous les matins. C'est une paix solide. Une lucidité douce. Le sentiment de n'avoir plus rien à prouver. Ni à subir. Et dans ce calme-là, je peux vivre. Sans bruit. Sans rôle. Juste comme je suis. Je me suis longtemps demandé si je voulais écrire cette histoire. Pas pour moi, je la connais, je l'ai vécue. Mais pour les autres. Pour ceux qui se taisent. Pour celles qui souffrent sans bruit. Pour celles qui ont peur de dire « je n'en peux plus ». Pour celles qui aiment et s'oublient. Aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai raconté. Pas pour qu'on m'applaudisse. Pas pour qu'on me prenne en pitié. Mais pour qu'on sache qu'il est possible de survivre à tout ça et de rester debout. Pas intact. Mais debout. Avec des fissures. Avec des silences. Avec des faiblesses. Mais aussi avec une force qu'on ne soupçonnait pas. Et surtout, avec la paix de ne plus devoir se justifier d'exister pour soi. Je vis seule maintenant. Et je m'y suis habituée. Je mange quand j'ai faim. Je parle quand j'en ai envie. Je me lève quand le soleil me réveille. Je n'attends plus rien de personne. Pas parce que j'ai perdu foi en les autres. Parce que je ne suis plus dans l'attente. Je suis dans le présent. Certains jours, je relis mes carnets. Je me rends compte de tout ce que j'ai traversé. Parfois, je me dis, tu étais au bord, Madeleine. Et t'as tenu. D'autres jours, je ne pense plus à rien. Et c'est bien aussi. Je ne vis pas dans le souvenir. Je ne vis pas contre le passé. Je vis avec. En paix. Georges est toujours là. Pas dans les objets. Pas dans les photos. Dans les gestes. Dans les habitudes. Dans le silence du soir, quand je m'assois sur le canapé avec une tasse tiède. Dans certaines expressions qui me viennent sans prévenir. Dans mes pensées, parfois. Mais il ne m'enchaîne plus. Il ne me retient pas. Je crois qu'il serait content de voir ça. Pas d'un contentement naïf. D'un contentement tranquille. Lui aussi, je crois,
aurait voulu que je continue. Même s'il ne l'aurait jamais dit. Et s'il me regardait d'où qu'il soit, je crois qu'il me dirait. T'as le droit, Madeleine. Vas-y, continue. Et je le fais. Doucement. À mon rythme. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je ne l'attends pas avec peur. Ni avec impatience. Je l'attends comme on attend le printemps. S'il vient, tant mieux. S'il tarde, j'ai encore de quoi tenir. J'ai repris ma vie. Et ça, c'est déjà un miracle. Pas celui des contes. Un petit miracle ordinaire. Un miracle vrai. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous a rappelé un moment, un visage, ou juste un silence que vous connaissez bien. Abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on raconte la vie comme elle est, pas toujours belle, mais toujours vraie. Et peut-être que la prochaine histoire sera la vôtre.